1,8 million d'habitants du Grand Paris à l'étroit dans leur logement, c'est le titre qu'on a choisi pour un travail sur la suroccupation des logements. C'est un sujet qui nous a semblé intéressant de vous présenter et de creuser, donc il y a quelques mois, bien avant le confinement, parce que globalement, la suroccupation qui était un peu la règle, la suroccupation dans les logements qui était un peu la règle après la Deuxième Guerre mondiale, a eu tendance à beaucoup diminuer régulièrement au fil des décennies. Et puis, les années 2000 ont marqué une rupture dans cette tendance à la réduction des situations de suroccupation, avec un nombre de ménages en situation de suroccupation dans leur logement qui a réaugmenté légèrement depuis ces années 2000. Donc la question de la suroccupation, c'est vraiment une question intéressante parce qu'elle elle touche et elle renvoie à plusieurs autres questions, à celle du mal-logement, c'est une forme de mal-logement évidemment. Elle renvoie aussi à la question du logement abordable, puisque globalement, on est trop à l'étroit dans son logement quand on n'a pas les moyens de payer plus pour adapter la taille de son logement à la taille de son ménage. C'est aussi donc une question qui renvoie à la problématique des familles et au fait qu'on a du mal à garder les familles dans le cœur de la métropole, toujours pour ces questions notamment financières. Et donc, elle renvoie au fait que des familles en nombre important quittent le cœur de la métropole pour élever leurs enfants dans de bonnes conditions. Et puis enfin, c'est un sujet qui a trouvé une résonance particulière ces derniers temps avec le confinement, avec l'injonction de rester 23 heures sur 24 dans son logement. Eh bien, cette injonction, elle n'a pas été vécue pareil par tous les ménages et elle a été particulièrement dure à vivre quand on est trop à l'étroit dans son logement. On verra dans les mois qui viennent si on a les moyens d'analyser la situation et de voir si, au-delà de la difficulté de vivre le confinement, il y a eu aussi un lien entre la propagation du virus et les conditions de logement, et notamment le fait d'être en situation de suroccupation. Et ça, on n'est pas encore prêt à en parler. Donc, c'est une étude que je vais vous présenter avec Sandra Roger, qui est statisticienne à la Pure, et on s'appuiera sur des cartes qui ont été réalisées par Anne Servet. Donc, un mot d'abord pour préciser la définition de la situation de la suroccupation. Être en situation de suroccupation, ça paraît un peu subjectif. Enfin, ça peut paraître subjectif. On verra que ça ne l'est pas. Il y a plusieurs définitions qui existent dans le milieu des études et du logement. Certaines sont très complexes. Elles font intervenir la surface des logements, le nombre de pièces, mais également le nombre de personnes des ménages qui occupent ce logement et d'autres caractéristiques comme l'âge, le sexe et la situation de famille des occupants. En effet, ce n'est pas la même chose de parler de deux personnes qui sont en réalité deux enfants en bas âge et du même sexe que de parler de deux adultes qui n'ont pas de lien de famille, deux colocataires par exemple, qui seraient amenés à partager la même chambre. On n'est pas dans la même situation. Mais en fait, souvent, on est obligé de simplifier la définition du fait des sources qu'on utilise, avec des sources qui ne nous permettent pas d'aller aussi loin dans l'examen des situations et qui nous obligent à être un peu plus frustes. Donc, dans cette note, on s'est appuyé sur les données du recensement de la population et donc sur une définition qui fait qu'on considère qu'un logement est suroccupé quand il y a plus d'habitants que de pièces. En gros, 2 personnes dans une pièce, on est en situation de suroccupation. 4 ou 5 personnes dans 3 pièces, on est en situation de suroccupation. En revanche, 3 personnes dans 3 pièces, même si chacun n'a pas sa chambre, on n'est pas en situation de suroccupation. Vous le voyez, cette définition, elle exclut mécaniquement les personnes seules. C'est-à-dire que quand une personne habite dans un logement qui compte donc au minimum une pièce, eh bien, elle ne peut pas être en situation de suroccupation. Donc, on regardera la situation des personnes seules un peu plus tard dans la présentation. On y reviendra. Donc, à partir des données du recensement de la population, en utilisant cette définition qui compare le nombre de personnes au nombre de pièces, on estime que sur les 3,15 millions de ménages et donc de logements
de la métropole du Grand Paris, 434 000 sont en situation de suroccupation. Ça représente 1,8 million de personnes, d'où le titre de la note. Donc on le voit, c'est un nombre qui est très important, c'est pas marginal, c'est pas résiduel, on est sur un vrai enjeu des politiques de l'habitat, d'autant que la métropole du Grand Paris est la métropole française la plus touchée par ces situations de suroccupation, avec la métropole de Nice. Donc un phénomène majeur qui touche un nombre important d'habitants. Si on essaye de regarder maintenant et de rapporter ces logements suroccupés au parc, on a deux manières de le faire. Soit on rapporte les 430 000 logements suroccupés à l'ensemble du parc, et ça nous indique que 14% des logements de la métropole du Grand Paris sont suroccupés. Soit on décide, compte tenu de ce qu'on a vu de la définition, c'est-à-dire du fait que les ménages d'une personne n'étaient pas concernés par la suroccupation, par construction. Du coup, nous, on a décidé de les mettre sur le côté et de rapporter nos logements suroccupés au nombre de logements occupés par au moins 2 personnes. Donc, ça veut dire 1,85 million de logements et ça fait que le taux de suroccupation augmente mécaniquement et il passe à 24% des logements de la métropole du Grand Paris qui sont suroccupés. Donc, c'est un choix qu'on a. Pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce que l'INSEE l'avait fait dans ses derniers travaux sur la suroccupation, et puis parce que les statisticiens et ceux qui ont l'habitude de manipuler les données parmi vous le savent, ça va être une manière pour nous de faire ressortir les caractéristiques des logements suroccupés sans les noyer dans une masse trop importante qui comprend tout un tas de situations qui, par définition, ne correspondent pas à de la suroccupation. Donc, ça va nous permettre de mieux présenter les caractéristiques de ces ménages suroccupés. Mais on a tenu à restituer la totalité de la démarche et à vous rappeler à la fois les nombres et les valeurs absolues et la manière dont on a calculé ces pourcentages. Dans la note, vous trouverez systématiquement toutes les échelles géographiques, les valeurs absolues, les pourcentages, parce que vraiment les deux unités de compte sont intéressantes. Le premier exemple sur cette diapo, c'est juste pour vous, elle est un peu dure à lire pour vous, mais c'est juste pour vous donner un aperçu du type d'informations qu'on trouve dans la note. On trouve y compris des infos un peu brutes que vous pourrez réutiliser les uns les autres. Et j'ai choisi de la montrer pour souligner cette question des nombres et des pourcentages. À Paris, on a 127 000 ménages qui sont en situation de suroccupation. Donc, ça représente 400 000 personnes. Donc, c'est vraiment très important. Et c'est plus important dit comme ça que quand on regarde le taux de suroccupation qui est de 23%, c'est-à-dire qu'il est dans la moyenne du taux métropolitain de 24%. Ensuite, ce tableau, il nous montre que, outre Paris, qui est particulièrement concerné, on a plusieurs territoires qui sont eux aussi particulièrement concernés. À commencer par le territoire de Plaine Commune, où le taux de ménages en situation de suroccupation s'élève à 38%. C'est très important. Ça représente 42 000 ménages et 190 000 personnes. Donc, ce sont aussi des quantités très importantes. Est Ensemble est également très concerné, avec 31% de ménages en situation de suroccupation, plus de 30 000 ménages. Paris Terre d'Envol également, avec 30%. Et on trouve aussi le territoire Boucle Nord de Seine, qui est presque à 30% des ménages concernés par cette suroccupation. Donc, une autre manière de présenter les mêmes données, c'est cette carte qui montre dans une couleur violet foncé toutes les communes où le taux de suroccupation dépasse 30%. Donc, on voit que la boucle nord de Seine, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne sont concernés, que toute Plaine Commune est concernée.
y compris des communes limitrophes de Plaine Commune en dehors de la métropole, qu'on voit là au nord de Plaine Commune. Une partie du territoire de Terre d'Envol est particulièrement concernée, tout comme le nord d'Est Ensemble, et quelques communes dans d'autres territoires qui paraissent quand même un peu moins concernées. Donc là, je pense à Clichy-sous-Bois, dans le territoire de Grand Paris Grand Est, également Valenton et Villeneuve-Saint-Georges dans Grand Orly, Seine-Bièvre, et puis 2 communes qui ressortent là sur la carte, Grigny et Trappes, qui sont en dehors de la métropole. Il est intéressant de regarder aussi les tendances concernant la suroccupation, au-delà du constat à la date la plus récente possible, c'est-à-dire 2016. Et on voit dans des couleurs violet-rose, là, les communes où ce taux de suroccupation a augmenté depuis 20 ans. Donc, c'est assez intéressant de voir que c'est un peu la même géographie que cela montre. C'est-à-dire que Plaine Commune, quasiment toutes les communes de Plaine Commune ont vu leur taux de suroccupation augmenter depuis 20 ans, et beaucoup des communes de Terre d'Envol, d'Est Ensemble, ou le sud de Grand Orly, Seine-Bièvre. C'est-à-dire que les évolutions récentes, elles tendent à renforcer les écarts entre les territoires qu'on constate et qui sont forts, puisque si je reviens un instant sur la carte à la commune, dans les communes qui sont dans des teintes pâles, on est dans des taux de suroccupation qui sont au moins 2 fois inférieurs à ceux des teintes foncées. Donc on a vraiment des situations très contrastées au sein de la métropole du Grand Paris sur cette question de la suroccupation qui ne frappe pas tous les territoires de la même manière. Si on s'arrête maintenant quelques instants sur une carte parisienne qu'on a faite à une autre échelle, c'est la même donnée, la même mise en classe, le même code couleur, mais ce n'est pas la même échelle de représentation. On a choisi de descendre à une échelle infra-arrondissement. On a représenté la donnée à l'échelle de l'Iris sur cette carte, et on voit qu'un Paris qu'on connaît bien, on a la carte des Iris, donc des regroupements de 2000 habitants, qui sont les plus concernés par ces taux de suroccupation qui sont représentés en teinte foncée sur la carte, et on voit se dessiner le Paris populaire qu'on connaît bien, c'est-à-dire le 18e arrondissement quasiment dans son ensemble, le 19e arrondissement, le 20e, une grande partie du 10e arrondissement, le Grand Belleville, là, aux confins des 10, 11, 20 et 19e arrondissements, et une partie des territoires dont on sait qu'ils concentrent un nombre important de logements sociaux. Je pense à ces iris foncés là dans le 12e arrondissement, plutôt en périphérie. Également à la moitié sud du 13e arrondissement, à quelques iris dans le 14e et dans le 15e, et puis aux épinettes et à ces iris périphériques du 17e. Donc on a une géographie qui est assez particulière, et je vais maintenant donner la parole à Sandra pour qu'elle nous explique et qu'elle revienne sur les facteurs qui expliquent ces situations que je vous ai décrites. Donc bonjour. Donc pourquoi le taux de suroccupation dans la MGP est-il plus élevé? Cela s'explique essentiellement par la structure de son parc de logement. Si en France, plus de la moitié du parc de logement est composé de maisons individuelles, ce n'est pas du tout le cas dans la MGP, où les maisons ne représentent que 12,5% des logements. Les appartements étant prépondérants, les logements sont globalement plus petits. En effet, dans la MGP, un logement compte en moyenne 3 pièces, compte 3,4 en Île-de-France et 4 pièces en France. Et ceci alors même que la structure des ménages qui sont accueillis est comparable à celle observée en Île-de-France ou en France. La proportion de familles nombreuses, est même un peu supérieure. En effet, les familles de 3 enfants et plus, parmi l'ensemble des familles, atteint 20,2% dans la MGP contre 18% en France. Autre facteur important, comme vous le savez tous, les ménages qui résident dans la MGP doivent dépenser des sommes importantes pour se loger, et il y a une déconnexion croissante entre les prix de l'immobilier et les revenus des ménages. À titre d'exemple, un logement dans l'ancien à Paris coûte 96% de plus qu'en Île-de-France et 206% de plus qu'en France. Certes, les revenus des Parisiens sont supérieurs à ceux des Franciliens et des Français, mais pas du tout dans ces mêmes proportions. En effet, les revenus des Parisiens sont supérieurs de 22% par rapport à ceux des Franciliens et de 38%
par rapport à ceux des Français. Et nous sommes très loin des 96% ou des 206% évoqués précédemment. Donc l'ensemble de ces facteurs conjugués explique essentiellement un taux de suroccupation plus élevé. Autre facteur plus social cette fois-ci, c'est que la métropole du Grand Paris est la métropole la plus inégalitaire en France. En effet, les ménages qui sont aisés ont des revenus nettement supérieurs à ceux des Français, mais par contre, les ménages qui sont très modestes ont des revenus inférieurs à ceux des Français, ce qui se traduit par un taux de pauvreté élevé, et dans certains territoires, voire certaines communes, la pauvreté est extrêmement répandue. Et il y a une forte corrélation entre taux de pauvreté et taux de suroccupation dans les logements. Et si on regarde la carte qui est à l'écran, on s'aperçoit que les communes qui sont en vert foncé sont aussi des communes qui étaient violettes foncées dans la carte que vous a présentée Stéphanie précédemment. Et on retrouve en effet les communes de pleine commune, une partie des communes de paritaire d'envol, le Nord-Est ensemble, mais aussi les communes du T12, Grand-Orly, Seine-Bièvre. Donc voilà, comme partout en France dans la MGP, la suroccupation concerne davantage les appartements que les maisons, mais toutefois, vivre dans une maison ne protège pas toujours de la suroccupation. Par exemple, à une commune, un quart des maisons occupées par au moins 2 personnes sont trop petites au regard de la taille des ménages qui y résident. Donc c'est très important et cela s'explique par la taille de ces maisons dans ce territoire au passé ouvrier où les pavillons sont souvent modestes. Et depuis les années 2000, la situation s'est dégradée en lien avec le phénomène des divisions pavillonnaires qui lui s'est amplifié et pas mal de ces divisions pavillonnaires sont parfois faites sans autorisation. Donc du coup, on se retrouve avec des ménages très grands dans des logements ou des maisons qui sont divisées où le nombre de pièces est nettement trop petit au regard du ménage qui y réside. Toujours logiquement, enfin c'est plutôt assez logique, la suroccupation diminue quand le nombre de pièces du logement augmente. Si on exclut toujours les logements occupés par une seule personne, la suroccupation est de 29% pour les logements de 2 pièces, 26% pour les logements de 3 pièces et devient faible à partir de 5 pièces, 8%. Toutefois, la suroccupation persiste dans plusieurs communes et plusieurs territoires de Seine-Saint-Denis jusqu'au logement de 5 pièces. Par exemple, à pleine commune, 1/5 des logements de 5 pièces ou plus sont trop petits au regard du nombre d'occupants, soit des situations 3 fois plus fréquentes en proportion que dans la métropole du Grand Paris dans son ensemble. Donc là encore, c'est comme partout en France, la suroccupation est nettement moins fréquente parmi les propriétaires que parmi les locataires, qu'ils relèvent du parc privé ou du parc social. Donc c'est ce que montre le graphique. Donc en vert, vous avez les propriétaires, en rouge les locataires du parc social et en vert les locataires du parc privé. Et les chiffres sont déclinés par territoire. Et on voit bien que parmi les propriétaires, le taux de suroccupation est nettement plus faible que parmi les locataires. Et ce, dans tous les territoires qui composent la MGP. Par contre, parmi les locataires, on note des disparités. Globalement, le taux de suroccupation est plus élevé parmi les locataires du parc privé. Et ce, dans une grande majorité des territoires. Même la quasi-totalité des territoires, seul Paris fait exception. En effet, à Paris, le taux de suroccupation est légèrement supérieur dans le parc social que dans le parc privé, 31% contre 26%. Alors pourquoi à Paris le taux de... Par exemple, on attribue 3 pièces à de 3 personnes, un 4 pièces à un ménage de 4 pièces. Dès que la famille s'agrandit, le logement devient de suite trop petit au regard du nombre d'occupants. Donc, en concernant maintenant le profil de ces ménages qui sont suroccupés. Donc, ce sont essentiellement les familles en couple avec enfants qui se retrouvent en situation de suroccupation. Cela s'explique assez simplement parce qu'elles sont le nombre d'occupants est plus important. Donc, plus d'un tiers des familles en couple avec enfants vivent dans un logement dont le nombre de pièces n'est pas adapté dans la MGP. Ce taux varie de 31% à Paris-Est, Marne-et-Bois, à 59% à pleine commune.
À Paris, la part des familles en couple avec enfants qui sont dans des situations de suroccupation atteint 41%, ce qui est très important. S'agissant des familles monoparentales, en proportion, elles sont moins souvent en situation de suroccupation que les familles en couple avec enfants, mais ces situations sont quand même relativement fréquentes. Les familles monoparentales, elles vivent moins souvent dans un logement trop petit, mais elles sont quand même 17% dans la MGP, 25% à pleine commune, et j'arrive pas à lire, voilà, et 25% à pleine commune. Donc, 18% à Paris. Alors, autre caractéristique qui est aussi assez logique, ce sont surtout les ménages dont la personne de référence est ouvrier, employé ou sans activité, qui sont le plus concernés par la suroccupation. Évidemment parce qu'elles bénéficient de revenus inférieurs. Donc, les retraités, et quant aux retraités aux cadres, ils sont bien moins concernés par les situations de suroccupation que les ouvriers ou les personnes sans activité. Et cela s'explique assez naturellement puisque c'est lié aux revenus. Enfin, dernière caractéristique, on s'aperçoit que les ménages dont la personne de référence est immigrée, les situations de suroccupation sont 2,5 fois plus fréquentes que pour les non-immigrés. Et cela s'explique aussi assez facilement. C'est parce que ces ménages sont généralement, la taille de ces ménages est généralement plus élevée, et surtout ces ménages sont plus souvent issus de catégories sociales moins favorisées. Elles sont plus souvent ouvriers ou sans activité ou éventuellement employés. Et donc, compte tenu de ce qu'on a vu précédemment, il est logique que ces ménages soient plus concernés par les situations de suroccupation. Merci Sandra. Oui, on a voulu finir dans l'exposé comme dans la note en faisant un focus sur la situation parisienne. Parce que à Paris, la suroccupation, c'est vraiment une histoire ancienne du fait de l'âge du parc de logement et de la structure du parc de logement, plus encore qu'ailleurs. Ces situations de suroccupation, elles étaient développées et elles ont eu tendance à beaucoup baisser au fil des décennies. Et on le voit un peu sur la fin de la, enfin sur ce graphique. Et dans les dernières décennies, la suroccupation a baissé sensiblement. Et puis, depuis les années 2000, eh bien, on a une rupture dans cette tendance et on a une situation plutôt de stabilité. Donc, c'est assez logique hein, et c'est lié au fait que pendant de nombreuses années, la taille des ménages s'est diminuée. Le parc a aussi un peu changé, mais beaucoup moins vite que la taille des ménages, et que les deux conjugués ont permis de réduire des situations de suroccupation. Mais ces deux phénomènes, desserrement des ménages et traitement du parc de logement indigne, le parc le plus petit où il est le plus fréquent d'être en situation de suroccupation, eh bien ces deux éléments se sont un peu arrêtés depuis le début des années 2000, d'où la légère remontée des situations la stagnation des situations de suroccupation. Donc, et ça s'est arrêté à des niveaux qui sont élevés. Vous avez les bâtons, c'est le nombre sur ce graphique, c'est le nombre de ménages en situation de suroccupation. Donc, on voit qu'on plafonne autour de 130 000 ménages en situation de suroccupation à Paris. Donc, c'est des très gros volumes tout de même, et des taux qui sont autour de 25%. Donc, ça s'est stabilisé à un niveau élevé, et c'est toujours un enjeu important. D'autant que je vous avais indiqué qu'on reviendrait un tout petit peu sur les personnes seules. Pour Paris, du moins, on avait les éléments et on a essayé de regarder ce qu'on pouvait dire de la situation des personnes seules. Et là, on s'est appuyé sur une autre source que le recensement pour regarder quelles étaient les personnes seules qui vivaient dans moins de 25 mètres carrés, ce qui est la façon, enfin
la définition retenue dans l'enquête nationale logement et dans les exploitations de l'enquête nationale logement qui sont faites notamment par la Fondation Abbé Pierre. Et du coup, il nous a semblé intéressant de rappeler que selon cette définition, on avait environ 20% des personnes seules qui étaient concernées aussi, elles aussi par cette suroccupation, donc qui viennent grossir un peu le phénomène à Paris, et presque 10% dans les communes de petite couronne. Dans l'enquête nationale logement, on ne peut pas avoir de résultats à l'échelle de la métropole exactement, ni même des territoires, et encore moins des communes. Donc cette suroccupation, elle est encore plus importante si on essaye de tenir compte de la situation des personnes seules. Donc, c'est vraiment un enjeu des politiques de l'habitat que d'essayer d'œuvrer pour réduire ces situations de suroccupation. Ça va être un enjeu du futur plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement pour essayer d'orienter les efforts en matière de résorption de logements indignes et disparition des logements les plus petits qui ne peuvent être que suroccupés, de lutte contre la division pavillonnaire excessive, d'orientation des efforts pour produire du logement social à la bonne taille et pour permettre de donner un logement qui corresponde à la taille de certains grands ménages et aider, et repenser peut-être ou orienter, moduler, infléchir les aides au logement, notamment pour ces familles qui sont trop à l'étroit et qui ne peuvent pas consentir une dépense supplémentaire. Donc, on a fini la note, comme on finit cette présentation, par une image des territoires qui sont les plus concernés par ces situations de suroccupation, pour essayer de résumer un peu le propos. Donc, on voit en rouge, Plaine Commune, Terre d'Envol, Est Ensemble, qui sont les territoires les plus concernés, les plus impactés par ces situations de mal logement que sont les situations de suroccupation. Paris, qui est en position un peu particulière, mais qui, du fait du nombre de ménages concernés, est aussi parmi les plus impactés. À l'inverse, en vert, les territoires qui sont nettement moins concernés. Et puis en bleu, les territoires intermédiaires où certaines communes, on l'a vu avec Boucle Nord de Seine ou Grand Orly Seine-Bièvre, sont très concernées et d'autres beaucoup moins. Et enfin, on voulait terminer avant de passer aux questions en vous disant que on avait choisi d'insérer ce travail sur la suroccupation des logements dans une étude un peu plus conséquente qui s'attache à l'occupation du parc de logements dans la métropole. Et on est en train de travailler à un deuxième volet qui portera sur la sous-occupation des logements. Donc, il nous paraissait que c'était un enjeu un peu moins important. Donc, on a commencé par la suroccupation. Mais quand cette sous-occupation, elle a lieu dans le parc social, c'est aussi un enjeu de politique publique. Donc, on essaiera on continue d'avancer, on essaiera de vous en reparler, de vous présenter les résultats de ce travail pour avoir tous les volets. Suroccupation, mais également sous-occupation, dans quelques mois, probablement à la rentrée. Donc voilà les éléments qu'on voulait vous présenter et sur lesquels vous avez peut-être des questions. Bon, d'abord, un grand merci pour cette étude qui, en plus, est vraiment d'actualité, qui rejoint bien certaines des intuitions qu'on peut avoir quand on connaît un peu le secteur. Moi, j'avais besoin d'une petite révision un peu technique parce que sur la typologie des logements, parce que je pense que la base, là, c'est l'enquête INSEE. Et Oui. pour notre part, on a beaucoup de typologies, en particulier dans nos immeubles en briques, mais pas que, qui sont les faux T3, par exemple, ou les faux T4, dans lesquels il y a un salon qui est double. Et en fait, le nombre de pièces est quand même plutôt surévalué. Donc, je pense qu'en fait, ces T4, c'est 2 chambres plus un salon double. Et donc, ma question était de savoir s'il y avait un biais. C'est quand même une part de logement assez importante à Paris.
qui fasse qu'en fait, les chiffres là qui sont donnés sont un minimum. Enfin, je sais pas comment, sont un peu minimisés, quoi. La suroccupation est un peu minimisée. C'est fort possible. Je ne sais pas si Sandra, tu sais, toi, si un T3 qui compte un double salon, enfin un T4 avec un double salon, s'il est compté en T4 ou en T3, ça dépend un peu de ce que le ménage va répondre au moment du recensement. Ouais, c'est des questions récurrentes, par exemple, sur les demandes d'échange, quand on a des demandes d'agrandissement, parce qu'effectivement, les demandes d'échange sont énormément motivées par l'augmentation de la taille des familles, ce qu'on voit d'ailleurs hein, dans la carte là, à l'IRIS sur les quartiers populaires. Et donc, il manque une pièce de plus quoi, par rapport à... Et à Paris, pour un nombre de logements, quand on prend tous ces immeubles en briques où les faux T3, les faux T4 sont un peu la règle, je pense que c'est susceptible de rendre le bilan encore plus, le bilan sur occupation encore plus tendu, quoi. Est-ce que tu sais comment les ménages ils se déclarent quand ils occupent ce que tu appelles un faux T4 quand on les interroge spontanément, ils disent qu'ils habitent 3 pièces ou 4 pièces? Dans vos enquêtes, par exemple, ils répondent comment? Parce que en fait, c'est comme ça qu'on va savoir comment dans le recensement ils sont classés et comment nous on les retrouve après. Parce que assez spontanément, les gens ils vont dire qu'ils habitent 3 pièces s'ils ont ce faux salon. Ou est-ce que tu crois qu'ils ont, je m'adresse à toi Serge, est-ce que tu crois qu'ils ont encore en tête la catégorie? Je pense que leur perception pour beaucoup, c'est un faux T4. En fait, ils habitent un T3 parce qu'en fait, ce qui compte effectivement, c'est le nombre de pièces. Voilà. Et puis, j'avais une deuxième question un peu technique, c'est qui est quand même aussi importante, est-ce que vous avez essayé de faire une corrélation avec quand même une autre notion importante, qui est le nombre de mètres carrés, où c'est uniquement en nombre de pièces? Alors là, dans la mesure où on a utilisé le recensement de la population et qu'on ne dispose pas du nombre de mètres carrés par logement, mais de tranches qui ne sont pas du tout adaptées, nous n'avons pas pris en compte la surface. Mais bien entendu, et c'est vrai que l'ENL, l'enquête nationale de logement, permet de croiser à la fois le nombre de pièces et des logements, mais malheureusement, on n'a qu'une échelle géographique qui est beaucoup plus large puisque c'est les départements. Donc, ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait étudier dans cette note. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas du tout pris en compte la surface, qui est un élément, bien entendu, très important, notamment pour appréhender la suroccupation des ménages d'une personne, puisque normalement, une personne qui vit dans moins de 25 mètres carrés, si ma mémoire est bonne, est considérée aussi en situation de suroccupation. Donc, c'est vrai que là, c'est uniquement basé sur le nombre de pièces. D'accord. Un grand merci en tout cas hein, pour cette étude et cette présentation. Je te remercie pour tes questions Serge et j'indiquais que je pense que les ménages qui habitent un faux T4, si leur perception c'est qu'ils sont dans 3 pièces, ce qui correspond à la réalité, dans le recensement ils vont se déclarer comme tels et donc on va les avoir dans notre population. C'est pour partie intégrée donc, oui, sans doute. D'accord. Ouais. Alors, du coup, je clique sur la petite icône de Sylvie qui a levé la main, Sylvie Mazel, mais je ne sais pas si c'est comme ça qu'on donne la parole. Si, Stéphanie, c'est absolument ça. Merci à toi. Merci également pour cette étude très intéressante qui nous nourrit à chaque fois effectivement de nouveaux éléments qui sont à prendre en compte dans nos réflexions. Moi, j'avais une petite question toute bête, mais qui renvoie peut-être à la carte que vous avez élaborée sur la base des communes. J'ai le sentiment, mais faudrait-il encore le regarder de plus près, le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre est sur 2 départements, le Val-de-Marne et l'Essonne. J'aurais comme ça intuitivement le sentiment que si nous faisions la part de cette question de suroccupation sur le Val-de-Marne et la même sur l'Essonne, sans agréger sur l'ensemble du territoire, on serait peut-être dans des niveaux de suroccupation un peu différentes d'un côté ou de l'autre de l'aéroport. Et ça m'intéresserait effectivement
d'avoir aussi cette entrée de lecture analytique. Bon, on peut déjà l'entreapercevoir, je pense, par rapport aux communes, mais voilà, c'est une intuition que j'aimerais bien que l'on regarde et que l'on conforte ou pas. Et effectivement, je pense que tu as raison, parce qu'on voit là, le cadrage est un peu serré pour essayer de lire le nom des communes à l'échelle de la métropole sur le document papier. Et donc, on a coupé un peu serré, mais on voit là qu'au sud, du côté de l'Essonne, on est dans des teintes un peu plus foncées. Donc, je pense que ton intuition peut se confirmer par des chiffres. Ce qu'on pourra faire sans trop de peine, c'est... comme le cadrage, là, il a été fait volontairement resserré, t'envoyer une version de la carte dézoomée, et puis peut-être par des échanges de mails ultérieurs, on peut voir comment progresser ensemble sur cette question, s'il y a un enjeu à montrer que tout le territoire n'est pas homogène. On voit déjà qu'il y a une sorte de ligne de fracture est-ouest dans Grand Orly-Seine-Bièvre entre la partie est du territoire qui est plus concernée que la partie ouest. C'est assez rigolo de voir que la ligne, elle passe, je ne sais pas si on voit ma souris à l'écran, mais en tout cas, elle passe quasi en ligne droite. Ah oui, absolument. Merci Stéphanie. OK. Et on peut aussi évidemment calculer les taux de suroccupation sur des regroupements de communes intra-territoire, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, on fait un petit peu ce qu'on veut. Hein. Oui, c'est l'avantage d'avoir pris le recensement qui a comme limite qu'on n'a pas la surface des logements, mais qui est quand même, toute chose égale par ailleurs, un outil magique pour comparer les territoires les uns avec les autres. Hélène, je vois que tu as levé la main. Ouais, merci Stéphanie. Merci beaucoup pour cette étude. Et puis je trouve qu'elle tombait bien parce qu'on était tous quand même très très confinés et on parlait tous des conditions de vie. Voilà, donc ça tombait pile poil. Moi j'ai juste une petite question, peut-être aussi une petite interrogation par rapport à ce que disait Serge. C'est que nous globalement dans nos HBM, on se rend compte quand même qu'on est sur des toutes petites typologies, donc des pièces toutes identiques. Donc c'est vrai que c'est compliqué de calculer en nombre de pièces, mais plutôt en surface. Pour autant, globalement, c'est pas là où on a le plus nous de suroccupation puisqu'on est beaucoup sur des populations âgées, donc souvent retraités, donc souvent seuls. Voilà. Après, je me posais la question, on voit quand même que globalement, puisque ça doit programmer à un moment, nous aider à faire de la programmation sur les typologies, on voit quand même que par rapport à l'étude que vous avez fournie aussi là, tout dernièrement, la structure des demandeurs, c'est de mémoire, Stéphanie, c'est un ménage sur deux est une personne isolée. Donc, on va quand même, voilà, on est quand même sur une demande forte de personnes qui vivent seules. Après, je me posais la question, donc savoir comment on structure justement le parc par rapport à cette demande. Est-ce que ça va être c'est lié à quoi, entre guillemets, au moins sur Paris, cette structure familiale, je veux dire, d'une seule personne, qui ne fait qu'augmenter d'année en année, cette structure familiale. Et après, je me demandais si vous aviez une possibilité de mettre en miroir, on voit surtout là, sur tout le territoire nord, aussi du 19e arrondissement et puis pleine commune, le nombre de suroccupations, mais d'arriver à la qualifier. Combien de gens, de jeunes adultes sont en suroccupation parce qu'ils n'ont pas accès au logement, parce qu'ils n'ont pas accès au travail, parce qu'on voit bien que ce sont des gens qui ont des faibles ressources et qui sont peut-être assignés aussi à rester chez leurs parents ou avec un conjoint parce qu'ils ne peuvent pas se séparer, parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui vous avez aussi ce regard de la structure familiale. Combien de gens aujourd'hui en pleine commune sont demandeurs de logement pour partir de chez leurs parents, mais ils n'ont pas accès, quoi, voilà. Pour aussi, entre guillemets, arriver à produire des typologies ou du programme, quoi. Voilà. En fait, je vais laisser Sandra nous dire ce qu'on peut apporter comme élément sur la décohabitation et si c'est croisable, je ne sais pas si on dit ça comme ça, avec les données sur la suroccupation, puisque on a dans le PMHH notamment essayé de faire tout un petit chapitre sur cette question de la décohabitation des jeunes, dont on voit que pareil, la métropole du Grand Paris, c'est la championne de la décohabitation tardive et que c'est la métropole où on quitte le plus, enfin où on est le plus vieux quand on quitte le domicile de ses parents, ce qui s'explique par plein de raisons et notamment par le fait qu'il y a beaucoup d'universités et de grandes écoles qui sont à Paris, alors que quand on est en province et dans d'autres endroits, plus souvent, on est amené à quitter le domicile des parents, mais tout de même, ça traduit des difficultés de jeunes à quitter le domicile familial, comme tu le disais, Hélène. Mais avant de laisser la parole à Sandra pour nous dire ce qu'on peut faire et comment on peut croiser les choses, un mot pour parler du rôle spécifique du parc social, parce que même si la moitié des demandeurs, c'est des personnes seules,
J'ai l'impression qu'entre un seul qui attend son logement social et une famille qui attend son logement social, celui qui va le plus pouvoir régler de manière transitoire son problème, ça va être celui qui a besoin d'une petite surface, qu'il va réussir à se loger dans le parc locatif privé. Alors que quand tu es un grand ménage, c'est quand même très difficile de se loger convenablement dans le parc locatif privé, et à part la réponse du parc social dans certains niveaux de revenus, ça va être voilà, très dur d'en trouver une autre. Donc j'ai l'impression qu'il faut qu'on ait toujours bien à l'esprit ces différents fils de la question qui peuvent paraître contradictoires. C'est vrai que quand on voit que la moitié des demandeurs sont des seuls, on se dit bon bah du coup c'est là qu'il faut porter l'effort, mais que les taux de pression sur les grands logements sont souvent plus importants malgré tout. Et la question du coût du logement, qui n'est pas pour rien dans ces situations de suroccupation, elle augmente de façon exponentielle avec le nombre de mètres carrés dont tu as besoin. Donc, bon, j'ai l'impression que le rôle du parc social pour servir les ménages de grande taille qui sinon sont dans des situations de suroccupation qui peuvent vivre devenir vraiment dramatiques reste très fort. Sandra, sur est-ce qu'on peut croiser suroccupation et décohabitation? Ah oui, alors je pense qu'on pourrait regarder parmi les ménages qui sont en situation de suroccupation, l'âge des enfants, et donc regarder et de mettre ça un peu en regard et de voir un peu s'il y a aussi des problèmes de décohabitation. Mais ce qui me paraît assez évident, parce que si on superpose la carte des personnes qui n'arrivent pas à décohabiter et la carte de la suroccupation, on voit que là aussi, il y a quand même de fortes corrélations. Donc là, on ne les a pas mis en regard parce que c'était un panorama un petit peu plus grossier, si je puis dire. Mais oui, il s'avère qu'il y a forcément une forte corrélation entre problèmes de décohabitation et suroccupation. Et c'est ce qui fait que les familles en couple, notamment les grandes familles, les familles immigrées, sont davantage touchées parce que les enfants n'arrivent pas à décohabiter. Et c'est aussi pour ça que les retraités sont peu en situation de suroccupation, parce que généralement, s'ils n'ont pas quitté la métropole du Grand Paris, c'est souvent qu'ils sont restés dans leur logement familial, et du coup, il était adapté à la taille de leur famille. Et comme les enfants sont partis, maintenant, ils s'avèrent cohérents avec leur taille, voire trop grands même. Ils sont souvent en situation de sous-occupation. Oui, bah, ça nous donne peut-être des pistes pour de prochains ateliers dans le cadre soit de travaux parisiens, soit de réunions et de groupes de travail métropolitains. Au choix. Il y a là un vrai sujet et une vraie spécificité de la métropole qui est particulièrement important en termes d'attractivité pour la métropole, de pouvoir offrir aux jeunes des parcours résidentiels dès le début. Jean-François a une question, donc je te laisse parler, JF. C'était juste pour réagir sur le sujet des demandeurs de logement social. Effectivement, dans l'état actuel, on peut a priori regarder les situations de suroccupation sur les demandeurs parisiens, parce qu'on a effectivement une information sur la typologie en matière de logement de ces demandeurs et sur la typologie familiale de ces gens. Donc on peut effectivement regarder ceux qu'on connaît, donc ceux qui sont parisiens, on peut faire l'exercice. Dans le document qui est sorti il y a quelques jours là, sur l'analyse de la demande de logement à Paris, on n'a pas exactement la même définition sur la suroccupation, mais fondamentalement, on aboutit quand même à des résultats comparables. Mais on pourrait la retraduire d'ailleurs dans ce document-là. Par contre, hors Paris, c'est-à-dire effectivement dans des échelles métropolitaines, là dans l'état actuel, nous, on n'a pas de données qui permettent réellement de refaire un exercice complètement aussi fouillé qu'on le voudrait à cette échelle-là. Voilà, c'était juste pour ajouter cette petite précision sur ce sujet demandeur de logement qui a été évoqué à 2 reprises. Bah, merci. Super, j'espère que ce nouveau format un peu court de présentation des études vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, il y en a encore 3 autres d'ici le 4 juillet, comme Dominique le disait en introduction. Et le prochain aura lieu le mardi 16 juin au même horaire, et il sera sur la question de l'économie circulaire et des chantiers du Nord-Est
métropolitain comme terrain d'application pour cette problématique particulière. Donc, ce sera une présentation réalisée par Patricia Pelou et Amélie Nourri. Je ne sais pas si Patricia est encore là, mais voilà, c'est notre prochain Apure Café. Donc, vraiment un grand merci pour votre participation et vos questions. Et puis, du coup, je crois qu'il est prévu qu'on mette en ligne cette présentation si jamais vous voulez vous y reporter. Et sinon, la petite note est d'ores et déjà en ligne. Et vous pouvez éventuellement nous écrire si vous n'avez pas pu poser vos questions ou s'il vous vient des remarques après coup.